Et pour en parler, nous sommes avec Badis Kenissa, spécialiste en relations internationales. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, seulement 150 pays sur les 193 membres de l'ONU ont participé donc à ce sommet mondial sur la migration. Est-ce qu'on peut parler d'une adoption inclusive réellement de ce pacte ? Écoutez, je pense revenir déjà sur les tenants de ce pacte. Ce pacte, effectivement, dans un premier temps, qui émane de cette déclaration de New York en 2016, avait un certain consensus, effectivement, de pas mal de pays en nombre de 193 de mémoire. Ensuite, il y a eu certains facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à l'arrivée avec 150 pays à peu près. Donc effectivement, il faut peut-être revenir sur cette transition, ce laps de temps qui s'est passé, qui s'est produit, dans lequel, effectivement, vous conviendrez que pas mal de mutations se sont opérées à travers le monde et à travers certains pays. Ce qui nous renvoie effectivement peut-être sur la question subsidiaire qui se pose. Quelles sont les raisons de cette défection de certains pays, où je vous dirais à ce moment-là qu'il est vrai que nous avons une certaine mutation politique, voire même dogmatique en matière de corpus idéologique de certains pays, ou avec l'avènement ou l'émergence de certains gouvernements ou partis d'extrême droite ou de droite dure. Nous l'avons vu récemment avec certains pays, notamment l'Italie, l'Autriche et autres. Donc, bien évidemment, par cohérence politique, ils se doivent de rester justement sur une position d'opposition réflexe. Par cohérence, effectivement, qui plus est, ils sont dans une dynamique sur laquelle ils ont construit leur campagne électorale sur, je dirais, comme seul programme, une thématique sur l'immigration et ses clivages. On sait que ces défections, ce n'est pas une surprise, puisqu'il y a eu toutes ces mutations, vous l'expliquez très bien, depuis 2016. Donc on se demande pourquoi, justement, l'ONU persiste et signe à vouloir faire adopter un pacte qui est contesté. Alors, je dirais, il mérite de voir le jour, ce pacte, effectivement, parce qu'il permet d'avoir un décorum de l'immigration. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un vide juridique en matière de coordination et de collaboration des pays du monde sur cette question. Ce qu'il faut savoir aussi, chère madame, c'est que nous sommes aujourd'hui, parmi les mutations dont j'ai évoqué tout à l'heure, face à une immigration qui est passée d'une immigration dite, je dirais, de confort vers une immigration plutôt de survie, vers un exode, sans parler de l'exode climatique et autres. Donc, c'est une immigration qui s'inscrit dans le temps. Elle n'est plus un phénomène temporaire qui, effectivement, obéit à un cycle ou à un temps soit peu, on va dire, contrôlable, mais plutôt dans un cadre beaucoup plus qui s'inscrit dans le temps. Donc, pour cela, on a besoin, effectivement, de mesures qui s'imposent, qui sont à la hauteur de cette grosse problématique. Donc moi je dirais que qu'est-ce qu'il apporte ce pacte concrètement pour justement faire face à cette poussée migratoire, à cette crise migratoire qui donne lieu évidemment à des drames. On le voit en Méditerranée, puis on l'a vu aussi en Libye avec ces migrants qui sont vendus comme des esclaves. Absolument. C'est là exactement où je veux en venir. Ce pacte effectivement arrive avec une espèce de cadre juridique légal qui permet effectivement d'avoir une immigration digne, qui se fait dans la décence et dans la dignité, quand on sait très bien qu'aujourd'hui, cette immigration a été exploitée par des trafiquants, par des marchands d'êtres humains, malheureusement. Donc, et d'une part, d'autre part aussi, ça permet de prendre le processus à bras-le-corps de bout en bout, c'est-à-dire des pays de départ, des pays qui subissent en règle générale des déstabilisations, qu'elles soient climatiques ou autres, ou même de guerre, des pays de transit, effectivement, mais surtout aussi des pays d'accueil. Donc ça permet de donner un cadre réglementaire. Et on parle d'une migration sûre, ordonnée. C'est ce que prône Antonio Guterres, le patron de l'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Une migration sûre et ordonnée. Vous savez, aujourd'hui, ce que je disais en introduction, une immigration contrôlée permet effectivement de gérer le cadre. Gérer le cadre de l'immigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà se prémunir effectivement de certaines infiltrations migratoires en matière de lutte antiterroriste, par exemple. Ça permet également de répertorier, d'identifier ces migrants, de pouvoir effectivement, en les identifiant, donner un cadre légal, administratif et donc permettre un traitement meilleur, effectivement. Et au-delà de tout cela, bien évidemment, et je pense là où ils veulent en venir, c'est qu'il y ait une coordination qui n'a jamais été posée comme problématique par le passé, effectivement, parce que nous n'avons jamais été confrontés à ce type de flux migratoire. Alors, il y a des pays, évidemment, qui ont fait l'impasse sur ce sommet. On peut citer la Suisse. Et puis, il y a des pays, évidemment, qui refusent ce pacte, qui ont une ligne dure en matière de lutte contre l'immigration. On peut citer les États-Unis, Israël, et puis certains pays européens, l'Europe de l'Est aussi.
Pourquoi est-ce qu'il refuse ce pacte? Alors la question, si vous le permettez aussi, c'est qu'est-ce que c'est ce pacte finalement? Oui, mais ces pays-là, pourquoi est-ce qu'ils refusent ce pacte? J'en viens justement. C'est que, si vous voulez, par manque de pédagogie et d'explication, d'information, voire de consultation, si je prends certains exemples comme la France aujourd'hui, elle a manqué de consultation sur cet aspect-là. Les États-Unis, c'est pour d'autres considérations. C'est plus des considérations, voire d'ingérence, d'injonction, on va dire intrusive, voire même coercitive pour leur part. Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire que c'est au cas par cas. Mais il y a certains dénominateurs communs, effectivement, qu'il faut mettre en exergue, qui sont cette incompréhension peut-être de ce que c'est ce cadre, cet accord d'immigration, qui, je pense, à mon sens, mérite de voir le jour, mais surtout de lui donner cette chance. Et encore une fois, c'est un accord qui est non contraignant. Ça veut dire qu'il a un cadre de réflexion et je dirais d'approche. Qui respecte aussi les politiques souveraines en matière de lutte contre l'immigration? Écoutez, l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Il n'est pas, encore une fois, dans un cadre contraignant. Donc, effectivement, chaque pays qui devrait plus ou moins ratifier cet accord devrait, à minima, être dans une réflexion on va dire, de contrôle migratoire et une coordination avec les autres pays qui ont ratifié cet accord. Alors l'accord doit être encore validé par l'Assemblée générale de l'ONU, ce sera le 19 décembre. Mais on a le sentiment quand même que ce pacte, c'est un peu le pacte de la discorde. On a vu ce qui s'est passé en Belgique, les indépendantistes flamands ont claqué la porte. Et puis en Europe, il y a une division autour de cette question migratoire. Est-ce que ça ne va pas encore accentuer les choses pour conclure? Absolument, certainement d'ailleurs. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que peut-être cet accord sur l'immigration intervient dans un mauvais timing, je dirais, dans lequel aujourd'hui cette crise, que ce soit politique, crise sociale, crise voire identitaire pour certains pays, a complexifié justement le passage ou le vote de cet accord. Merci beaucoup Badis Kenissa. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci.